Bonjour à toutes et à tous, je suis Alice Tiwi, vice-président en charge de la santé publique à la NEPF, et aujourd'hui on se retrouve pour le 3e podcast sur une thématique plutôt poignante, puisque aujourd'hui on parle de VIH et SIDA, surtout autour des discriminations qui viennent majoritairement des tabous, des fausses idées qu'on peut entendre partout sur les réseaux quoi. Et aujourd'hui, vous vous en doutez bien, je ne suis pas tout seul pour en parler. Je suis avec Nicolas. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, déjà merci de me recevoir. Moi, je m'appelle Nico, j'ai 35 ans. Je sais pas pourquoi je donne mon âge, je sais pas pourquoi je fais ça. Et je suis une PV-VIH, donc personne vivant avec le VIH. On n'est pas séropositif. Séropositif, c'est juste avoir une sérologie positive à une infection. Il n'y a pas que le VIH qui existe. Voilà, et je suis notamment sur les réseaux sous le nom de Super Séro, où je parle des droits des personnes vivant avec le VIH et de sérophobie. Ok, j'ai même pas demandé, ça fait combien de temps que t'es sur les réseaux? Depuis le Covid, je crois que ça fait 4 ans maintenant, 3 ans, okay. 3 ans et demi. Et tu cumules combien d'abonnés? 210, je crois, 210K, je dois être à 20 sur Insta. Ok. Plutôt pertinent comme personne qui va nous en parler. Déjà, première question, on va commencer par les bases. On a parlé dès le début de VIH et de SIDA. Mais c'est quoi le VIH? Alors, le VIH, c'est le nom du virus. C'est le virus de l'immunodéficience humaine, donc qui attaque le système immunitaire, précisément les globules blancs, quand et si le virus n'est pas traité. Le SIDA, c'est un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de signes. C'est pas à proprement parler une maladie, mais dans ces signes-là, il y a des maladies opportunistes. C'est-à-dire que le virus, s'il n'est pas traité, il va attaquer le système immunitaire. En moyenne, il va amener à une immunodéficience, ça prend en moyenne 8 ans, ça peut être plus, ça peut être moins. Et dans cette immunodéficience, il va y avoir du coup des maladies opportunistes qui vont profiter de se développer, comme par exemple la maladie qui est la plus connue, c'est le sarcome de Kaposi, qui est un cancer rare de la peau qu'on voit dans le film Philadelphia. Et donc le SIDA, c'est cet ensemble de signes avec l'infection au VIH, une immunodéficience induite par le virus qui n'a pas été traité et l'apparition de maladies opportunistes. Contrairement à ce qu'on fait croire, le SIDA est réversible. Alors je mets entre guillemets, on peut guérir du SIDA parce qu'on peut sortir de cette phase-là, c'est-à-dire qu'une personne qui est dépistée en phase SIDA, on peut lui traiter ses maladies opportunistes, elle peut guérir parfaitement ou garder des séquelles, mais ça c'est un autre sujet, et elle va pouvoir récupérer en partie, voire si elle a de la chance, parfaitement son système immunitaire. Elle ne sera plus en phase SIDA, mais elle gardera une infection chronique au VIH, donc il y aura besoin du coup de prendre un traitement antirétroviral qui va contrôler le virus pour le moment à vie. Ok, donc c'est hyper important à savoir. Le SIDA, c'est vraiment le stade de la maladie qui arrive en dernier. Alors c'est pas le stade de la maladie parce que le VIH en lui-même c'est pas une maladie, c'est une infection chronique. C'est la maladie que t'as. Après le VIH. Il y a dans le SIDA des maladies, mais c'est vraiment le SIDA, c'est juste un syndrome, donc c'est un ensemble de signes. SIDA, ça veut dire syndrome de l'immunodéficience acquise. Nickel. J'allais dire le seul moyen, l'un des seuls moyens de... Non, c'est pas l'un des seuls, c'est le seul moyen de savoir si on a le VIH, c'est de se faire dépister, parce que le premier problème, c'est que le VIH, il peut être symptomatique juste après l'infection, dans la période qu'on va appeler la primo-infection, qui va durer quelques semaines, mais c'est pas automatique. Et en plus, ces symptômes, ils sont pas spécifiques. Il y a des personnes qui peuvent avoir des symptômes grippaux, d'autres qui peuvent rien avoir. Moi, mon cas, j'ai eu une labyrinthite aiguë, donc j'ai perdu l'équilibre, mais je crois que je suis la seule personne séropositive à avoir eu une labyrinthite en primo-infection. Donc il y a pas de signe spécifique. Dépasser cette primo-infection, donc qui peut être symptomatique, mais pas forcément, on va rentrer dans une phase qu'on appelle asymptomatique, qui va durer en moyenne 8 ans. Donc c'est quand même le problème, c'est qu'on peut avoir le VIH pendant des années sans le savoir, si on n'est pas dépisté, et du coup on peut multiplier les chaînes de transmission sans s'en rendre compte. Donc le seul moyen de le savoir, c'est de se faire dépister. Même si la personne n'est pas dépistée et finit par développer un SIDA, les symptômes, vont être différents en fonction des maladies opportunistes qu'ils vont développer. Ok. Mais on est d'accord, ça aussi, c'est quelque chose que peu de gens savent. Tu te fais dépister une première fois, et si jamais il y a une suspicion, tu reconfirmes. Ouais, tu fais d'abord un test ELISA. Okay, je crois que c'est 4e génération, 5e génération maintenant, je sais plus. Une fois que si le test est positif, on va faire un deuxième test de confirmation qui est, je crois, un Western blot. Je sais pas si je le dis bien. Western et puis, c'est ça. Et après, on va faire une charge virale pour voir où en est l'infection. On va vérifier aussi le taux de CD4 pour savoir si la personne n'est pas immunodéficiente ou pas. Et en fonction d'eux, on va aussi faire un génotypage du virus pour savoir quel traitement antirétroviral on va donner à la personne, parce qu'il y a certains virus qui peuvent être résistants à certaines classes d'antirétroviraux. Voilà. Okay. Donc il y a pas juste, contrairement à ce que disent certains complotistes, tu vois, je sais que c'est souvent ce truc des complotistes, ah oui, non mais ça charge les anticorps, donc qui nous dit vraiment qu'il y a un virus? Bah on fait une charge virale. Mais bon. Et autre moyen que le
dépistage par prélèvement sanguin aussi, on peut éviter. Ouais, les autotests. Il y a les autotests. Alors après le dépistage, alors il y a plein, il y a plein d'accès au dépistage différents. Le plus simple, qui est, je pense, le plus connu, c'est le labo sans ordo. Non, c'est le médecin. Ouais. Alors, je vais parler du plus chiant au moins chiant. Le plus chiant, c'est d'aller voir son généraliste, de demander un bilan IST. Le côté positif, c'est qu'on peut lui demander un bilan de toutes les IST. Donc, pas exclusivement le VIH. Après, vous pouvez aussi aller dans un labo directement, ce qu'on appelle le protocole labo sans ordo, où on peut faire un dépistage VIH sans rendez-vous, sans ordonnance, voilà, et sans avancée de frais avec la carte vitale. Mais on ne peut faire que le VIH pour le moment, même si c'est en pourparlers et on essaie de développer ce protocole sur toutes les IST. Après, il y a aussi acheter un autotest en pharmacie. C'est cher, c'est entre 20 et 30. Je crois que les plus chers que j'ai vus, c'est 35 €. C'est même pas remboursé. C'est pas remboursé. Et surtout, on est tout seul si c'est positif, même si dans le boîtier, il y a une carte avec un numéro de téléphone à appeler dans le cas où c'est positif. Après, il y a les associations communautaires comme le planning familial, les centres LGBT, aide, où on peut aller faire ce qu'on appelle un TROD, donc un test rapide d'orientation et de dépistage, je crois. Je les connais pas par cœur, ces acronymes-là. Test rapide d'orientation diagnostic. Diagnostic, ouais, c'est ça. C'est chez ce dernier que je me compte. Quand ils vont, des fois, t'as des assos qui vont dans des écoles ils se mettent sous les tentes, ce genre de trucs-là. Et après, moi, je trouve que c'est le mieux, c'est d'aller dans un CEGID, qui sont des centres spécialisés en santé sexuelle. C'est EGIDD, où là, non seulement on peut faire un bilan IST, mais un bilan complet des IST, et où on va avoir des spécialistes spécialisés, je me répète, plutôt des personnes soignantes spécialisées en santé sexuelle. Et c'est quand même vachement bien, parce que quelqu'un qui a très peur de faire un bilan IST ou faire un dépistage, moi je lui conseille dans un premier temps de déjà aller dans un CEGID, prendre rendez-vous, savoir s'il est à l'aise avec le professionnel de santé, poser ses questions, puis prendre 1, 2, 3 rendez-vous jusqu'à ce qu'il se sente prêt à faire un dépistage. Mais au moins on a un accompagnement. Ouais. Mais tu viens de dire le mot peur. Enfin, je sais pas si toi, t'avais peur ou peur de quoi. C'est de découvrir quelque chose dont tu t'attendais pas. Et moi, j'étais en primo-infection, donc j'ai eu des symptômes qui étaient très forts. Donc, on a fait le bilan à ce moment-là parce que les symptômes étaient très forts. Moi, je l'ai su en primo-infection. Mais je sais pas si moi j'ai déjà eu peur. Je pense qu'on m'a plutôt cassé les couilles avec le VIH toute ma vie parce que je suis homosexuel et que par conséquent, je devais forcément mourir du sida. Et puis en plus, moi, j'ai grandi dans une génération post-sida où l'homosexualité n'existait pas culturellement. Donc il y avait pas de mariage, il y avait pas d'accès, on pouvait pas adopter, on pouvait pas, enfin la seule vie qu'on pouvait mener dans l'imaginaire collectif, c'était avoir une sexualité. Donc éviter ou mourir du sida. T'as le choix. Ouais, c'est ça. Mais t'as été accompagné après quand on t'a dit que très mal, comme beaucoup de personnes vivant avec le VIH, ça a été une catastrophe. Moi, non seulement quand j'étais parti vivre au Canada, j'ai eu ma primo-infection là-bas. Je suis rentré en France en urgence parce que le système d'accès aux soins au Canada, il est compliqué. Arrivé en France, on pensait que j'avais une méningite aiguë, une méningite tout court. Je vais faire mes analyses de sang. Le laboratoire me rappelle en me disant il faut que tu retournes voir ton médecin en urgence. Je retourne voir mon médecin en urgence qui n'est plus là, c'est le remplaçant qui nous a fait attendre avec ma mère 6 heures dans le cabinet la fin de journée, comme dans les années 80, pour nous annoncer qu'effectivement c'était très grave, que ça demandait un traitement d'urgence, mais qu'il ne prenait pas la responsabilité de m'annoncer et qu'il fallait que j'attende que mon médecin revienne de vacances dans 2 semaines. Ouais, il te laissait poireauter. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui travaillait au CHU, donc on est arrivé à trouver les contacts d'une personne qui a bien voulu nous l'annoncer à 11h du soir dans un service d'ORL éteint. Elle a très bien fait l'annonce, vraiment, elle a très bien géré. Par contre, dès que je suis arrivé au service d'infectiologie, ça a été la merde. Je me suis retrouvé face à 3 médecins que j'avais l'impression que j'allais crever. Enfin, c'était vraiment hyper anxiogène, très peu dans l'écoute. La seule chose que je suis arrivé à dire quand on m'a demandé comment j'allais, et je suis encore aujourd'hui assez fier de ma réponse, qui pour moi était très juste. Je suis pas particulièrement informé, mais on m'a dit qu'il y avait des traitements efficaces qui existaient, donc j'attends de m'inquiéter. C'est-à-dire qu'avant de m'inquiéter, je vais d'abord surtout chercher à m'informer et à voir comment ça, enfin voilà, qu'est-ce que ça engage dans ma vie. Et surtout, je pense que si on a un traitement aujourd'hui, c'est parce que je suppose qu'il y a eu des traitements expérimentaux qui fait qu'aujourd'hui je peux en bénéficier d'un efficace. Donc je suis content et je m'estime plutôt chanceux d'avoir accès à ce traitement-là. C'est pas le cas dans tous les pays. C'est pas le cas dans tous les pays. Et surtout, j'avais dit, je pense que ce qui va être compliqué maintenant, c'est socialement, mais je m'inquiète pas trop.
Et à ça, on m'a répondu que ma réponse était très inquiétante et qu'il fallait absolument que j'aille voir un psychiatre en urgence. Donc j'ai senti que tu aies besoin que tu sois inquiété sur l'accompagnement social. Donc on dit que je me sois pas inquiété plus que ça c'est-à-dire que ma réponse a été de me dire j'attends de savoir. Je vais pas m'inquiéter sur un truc que je sais pas. Donc on m'a dit qu'il y avait des traitements, j'attends de m'informer. Okay. Et on m'a bien fait comprendre qu'il fallait que je m'inquiète. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment particulièrement cassé les couilles dans ma prise en charge. C'est que si je montrais à mon infectio que j'allais bien, j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille mal. C'est ça, on me disait, oui, vous allez bien, mais quand même, c'est pas rien. Ok, bon. Et si par contre, je prenais rendez-vous avec mon infectio et je montrais que j'allais pas bien, là, on me disait, ah, ça va, c'est pas la fin du monde, il y a un traitement. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu aussi la sensation, pendant des années avec mon infectio, mes infectios, parce que j'ai beaucoup de fois changé, que j'étais jamais au bon endroit. Okay. Et que, ça, je l'ai compris plus tard, mais finalement, le VIH, on a l'impression que ça appartient à tout le monde, sauf à nous, et que nous, on est tout le temps dans l'erreur. C'est-à-dire que quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, on n'est pas légitime, puisque de toute manière, si on l'a, c'est bien qu'on a fait n'importe quoi. Ouais, en fait, ouais, c'est un problème de communication, d'information de la part des professionnels de santé, en fait. C'est un problème de légitimité parce que l'objectif, c'est pas de prendre soin et d'accompagner les personnes séropositives. L'objectif, c'est de pas avoir le VIH. Donc, on est déjà fautif à l'avoir. Et oui, ça, c'est ce qu'ils vous disent. Par les infections. Pas directement, mais c'est ce qu'on comprend. Moi, j'ai quand même compris pendant des années que, en plus d'être homosexuel, j'étais séropositif. Donc voilà, quoi. C'est-à-dire que te plains pas, il y a 20 ans, tu serais mort, quoi. Donc là, t'as un traitement, donc voilà, quoi. Enfin, il y a 20 ans, plutôt il y a 30 ans, mais il y avait quelque chose qui était de, voilà, t'as fait n'importe quoi, maintenant, prends-toi en charge, quoi. Ce qui est hyper violent mais bon, je pense que, voilà, la culpabilisation sur la sexualité, dans la prise en charge, elle n'existe pas que sur le VIH, quoi. Mais c'est fou qu'on parle, là, depuis tout à l'heure, on parle de discrimination, mais au sein même du corps médical. Les professionnels de santé. C'est le pire. Ouais, mais tu t'y attends pas. On accorde beaucoup de confiance quand même. Bah, on s'y attend pas. Je pense que si, on s'y attend si on réfléchit 2 secondes. Je veux dire, on sait ce qui se passe avec les violences gynécologiques. On connaît la grossophobie, l'homophobie dans le milieu médical. Enfin, on sait très bien tu vois. On le sait. Je veux dire, les soignants sont aussi la représentation de leur génération, donc c'est pas étonnant quand dans une société qui est misogyne, homophobe ou quoi, que tu retrouves des biais misogynes, homophobes ou sérophobes dans le milieu médical. Mais t'as quand même trouvé aujourd'hui un ou des professionnels de santé qui sont compétents à t'accompagner. Compétents, je dirais pas ça. Ah ouais. Parce que je trouve qu'ils sont toujours un peu à côté de la plaque. C'est-à-dire que mais par contre maintenant j'ai pris la bouteille, c'est-à-dire que je ne me laisse plus faire par mon infectio. Okay. C'est-à-dire que quand j'ai besoin d'une info ou quoi, je creuse. Mais je te donne un exemple. Par exemple, moi, on m'a toujours fait croire que je pouvais me surinfecter. Mes infections m'ont toujours dit, ah, vous avez un VIH, mais faites gaffe, vous pouvez en choper un deuxième et mourir. Et moi, j'ai su que je ne pouvais pas me surinfecter le jour où on m'a parlé de la PrEP. Mais si je parle de ça, c'était il y a des années, hein. Et quand je me dis, mais attends, comment ça se fait? Il y a des gens qui prennent la PrEP, ils sont protégés du VIH, et comment ça se fait que moi, je peux me surinfecter, quoi? Et en fait, en cherchant un peu, je me suis rendu compte que la PrEP, non seulement c'était le même traitement que moi, mais me dire, mais comment ça se fait? Et un jour, je suis allé voir mon infection en me disant, mais attends, il y a un traitement qui protège les gens du VIH. Il me dit, ouais. Il me dit, mais c'est efficace? Il dit, oui, c'est efficace. Je dis, c'est efficace avec eux, mais c'est pas efficace avec moi. Ouais. Et il me dit, comment ça? Je dis, donc, ça fait 5 ans que tu dis que je peux me surinfecter. Et là, il est tout mal à l'aise, il est tout. Et voilà. Donc ça, je le sais aussi. Je te donne un exemple. Mes infections ont toujours su que je voulais un enfant. Mes infections m'ont toujours dit, ah, c'est possible, mais c'est compliqué. C'est compliqué de quoi? Et c'est vraiment, il y a j'ai su que je pouvais faire des gamins que depuis 3 ans quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux. Je savais même pas ça. Ouais, les allègements séquentiels, les allègements moléculaires, je savais pas. On m'avait jamais dit qu'on pouvait faire d'allègements moléculaires séquentiels. On m'avait jamais expliqué que je pouvais réduire ma prise de traitement et mettre ce protocole en place avec mon médecin. Je ne savais rien en fait. Et maintenant, je dirais plus craint que respecté. C'est-à-dire qu'étant donné que j'ai une communauté, et que je suis connu sur les réseaux, que j'ai une communauté, voilà, et que en fait ils se sont rendus compte que parfois je maîtrise même mieux le vocabulaire que des personnes qui sont censées être spécialisées. J'ai des infections des fois qui me parlent de MST. Je dis, comment ça, des MST? On dit ST. Voilà, oui, mais t'as des infections, ils ont 30 ans de bouteille et ils te disent MST. Et tu dis, mais comment ça? Mon VIH est une MST? Il me dit, bah oui, je suis malade. Bah oui, c'est une maladie chronique. Comment ça, c'est une maladie chronique? C'est une maladie chronique ou c'est une infection chronique? Ah oui, non, c'est une infection chronique. Donc je suis pas malade. Il me dit, bah non. Je dis, donc, j'ai une infection. Je dis, ouais. Une infection que je peux sexuellement transmettre? Bah non, parce que le traitement l'empêche. Donc c'est pas une IST. Donc, et si tu veux, à force d'être le patient relou, chiant, où tu dis, t'arrêtes de me prendre pour un con, et tu m'informes réellement, bah, je suis un peu plus tranquille maintenant. Quand t'arrives et tu sais où tu veux aller, bam.
C'est toi, tu les éduques. Après, mais comme en fait, c'est le cas pour n'importe quel ALD, enfin, je veux dire, c'est pas délirant de comprendre qu'un médecin, il a pas qu'une pathologie ou une affection à traiter, il en a plein, et qu'il a que les connaissances. Il a pas forcément accès à tous les enjeux psychosociaux qu'il y a autour, mais le patient, si. Et puis le patient, surtout dans des ALD, quand ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'il a une affection, une pathologie, il s'y connaît. Et puis, il a le retour de plein d'experts, et généralement, on se la réapproprie, notre affection. Donc, on va lire les articles, on va s'engager, et à un moment, oui, tu te retrouves, parce que t'es concerné, quoi. Et on t'avait, je viens de Ike, on parle de PrEP, tout ça, mais il y a plusieurs traitements, du coup. Il y a TASP, PrEP et TPE. On t'avait déjà expliqué la différence entre les trois? Jamais de la vie. Moi, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris grâce à ma communauté sur les réseaux sociaux. Donc ça fait pas longtemps, quoi. Ouais, c'est il y a 3 ans, je ne savais pas ce qu'était un Cégide. On m'avait jamais parlé des Cégides. Ok. Et t'avais cherché à savoir ou... Enfin, tu tapais Cégide, tu vois, genre, ouais, mot, oui, tu vois. Voilà. Moi, j'étais à l'époque des centres de dépistage, mais les centres de dépistage, quand moi j'avais 15 ans, c'était odieux. Enfin, c'était un truc, soit t'avais la chance de tomber sur une personne qui faisait les choses correctement, mais nous, à l'époque, en tout cas à Nice, au centre de dépistage, ils faisaient croire aux gens qu'ils avaient le VIH pour leur faire peur, pour leur faire prendre conscience du danger de la sexualité. Et je me souviens, quand j'avais 15 ans, la première fois que je fais un dépistage, en plus, c'était très injuste parce que j'avais eu aucun rapport à risque, moi je suis pro-capote. Alors ça aussi c'est un délire, c'est que les gens pensent que parce que t'as le VIH, t'as des rapports non protégés. Oui. Alors tu te dis, mais enfin gars, c'est pas parce que j'ai le VIH que j'ai des rapports non protégés, il y a pas que le VIH qui existe, et si je me protège, c'est pas pour ne pas transmettre le virus, je peux pas le transmettre. Protéger moi. C'est pas, oui, mais de toutes les IST. Oui, parce que je peux aussi choper une IST et pas le savoir, et puis, excuse-moi, moi les trichomonases, tu vois, tous les jours t'apprends des IST que tu dis, mais c'est quoi, tu vois, on est même pas au courant. Donc c'est très compliqué d'avoir une sexualité vraiment safe, parce que il faut être informé, il faut respecter les délais de dépistage, et puis voilà quoi. C'est ça. Et informer, c'est bien, mais par qui? Enfin, genre, comment t'informes bien? Et par exemple, tu vois, oui, vas-y, pardon. Non, vas-y. Non, parce que on a parlé de TASP, PrEP et tout. D'ailleurs, vas-y, fais-nous la petite définition des trois. Alors, le TASP, c'est traitement à prévention, mais ça aussi, c'est un peu sérophobe, parce que on dit qu'on met les séropos sous TASP. Oui. C'est qu'en fait, en France, depuis 2008, depuis que ça a été dit dans le Lancet par un article de ce qu'on appelle la vie suisse, c'est des Suisses qui ont osé le dire, alors que ça fait très longtemps qu'on le savait et que personne n'osait le dire en France. Pour le pays qui a découvert le VIH, elle le fait pas. C'est le fait qu'on mette les personnes séropositives sous traitement dès le diagnostic. Et le traitement, il va empêcher la transmission. Donc on peut avoir des rapports non protégés, on peut faire des enfants sans transmettre le virus. Mais ça, c'est symboliquement violent parce que depuis 2008, du coup, on nous traite pour les autres. Oui, pour les autres. Et c'est ça qui est assez violent, c'est de me dire, mais moi je suis d'accord de parler du TASP, mais pour inclure dans la notion de prévention que le traitement est préventif pour ne pas développer un sida aussi. C'est-à-dire qu'on existe aussi un peu, quoi. On n'est pas juste des facteurs. En gros, quand on te vend le produit, quand on te présente le médicament, c'est prenez-le parce que vous allez faire ça avec les autres. Enfin, ouais, pour protéger les autres. Alors que si déjà, tu vois, on expliquait, t'as des infections qui le font, mais ils sont rares. Hein. Si tu vois, on expliquait à quelqu'un, voilà, plus tôt vous êtes dépisté, mieux, c'est mieux pour vous, mais d'expliquer pourquoi. Et il faut expliquer le principe de réservoir. Enfin, moi, je vais pas rentrer là-dedans, mais c'est mieux, c'est mieux d'un point de vue. Et puis en plus, on a là, il y a une étude qui est sortie qui fait que une personne qui est traitée très très tôt dans l'infection, elle a des chances pas de rémission, mais de contrôler son virus sur du long terme sans avoir plus besoin de prendre des traitements. Okay. Donc ça, c'est le TASP. Après, on a la PrEP qui est la prophylaxie pré-exposition, qui est un peu comme la pilule contraceptive, mais pour le VIH. C'est un traitement qui protège du VIH. Mais ça, c'est pour les personnes séronégatives. Pour les personnes séronégatives, ouais. Okay. Et ce qui est bien avec la PrEP, c'est qu'on fait d'abord un bilan IST et qu'il y a un suivi IST tous les 3 mois. Donc contrairement à ce qu'on croit où on pense que les PrEPeurs sont des gens qui transmettent le virus, les personnes oublient qu'il y a plein de gens qui ont des rapports non protégés et qui ne font aucun bilan IST. Là, il y a un bilan IST. Et donc, c'est pour hommes et femmes. C'est pour hommes et femmes. Alors en théorie, hein, parce que en pratique, ça dépend sur qui tu tombes. Voilà. Ah ouais. Il faut aussi qu'on arrête de vouloir absolument traiter que les homosexuels. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je dis. Ouais. Et après, mais bien sûr que les femmes peuvent le prendre, et pas forcément que si elles sont travailleurs du sexe, tu vois. Enfin, il faut arrêter avec ça, quoi. Et après, on a le TPE qui est traitement post-exposition, qui est l'équivalent de la pilule du lendemain pour le VIH. Si quelqu'un a un rapport non protégé ou une capote qui craque ou qui est victime d'un still sync,
c'est-à-dire le retrait du préservatif par le partenaire sans consentement. Ça, on l'a traité, on avait bien expliqué. Il y a encore un combat, ça a mené aussi sur le stilsing. Parce que tu sais, nous, on nous explique qu'on est des violeurs parce qu'on a le VIH, si on n'en parle pas, mais par contre, le stilsing, tu vois, c'est ça, on va venir après, c'est intéressant comme débat. Mais, et c'est un traitement à prendre dans les 48 heures, dans d'autres pays jusqu'à 72 heures, mais en France, c'est 48 heures, et idéalement dans les 4 heures, qui va éliminer le VIH si on a été en contact avec. Plus tôt c'est pris, mieux c'est. C'est le TPE qu'on donne aussi aux soignants quand ils font ce qu'on appelle un AES, un accident d'exposition au sang, où ils vont se blesser avec une seringue. Ils sont censés, Oui, parce que du coup, je sais pas si on l'a dit, mais le VIH est transmissible par voie sexuelle, voie sanguine et TM. Et transmission mère-enfant in utero pendant l'accouchement. Je rebondis sur le fait que tu sois sur les réseaux. C'est pas compliqué, donc je pense que tu es un peu vu comme le porte-parole des personnes séropositives. Donc tu dois te ramasser un peu toute la haine de. Et en plus je ramasse la haine de tous les côtés, parce que d'un côté il y a ceux qui t'as toute la sérophobie concentrée sur mon compte, parce que c'est le compte qui est le plus visible qui parle de ça. On commence avec quelques-uns à le faire. Il y a plein de mes abonnés concernés qui commencent à en parler sur les réseaux. Donc ça c'est bien. Mais je me prends aussi des fois la réflexion des institutions qui me disent mais tu n'as pas à parler à la place de tous les séropos. Et ça c'est quand même une dinguerie, c'est que je me suis pris la tête avec des associations parfois LGBT qui vont me dire mais tu n'as pas à parler au nom des séropos. Et tu dis alors je ne parle pas au nom des séropos, je parle en tant que personne concernée. Maintenant il y a des quand je parle de la sérophobie, on peut pas dire il y a que moi qui vis de la sérophobie. Non, il y a plein de personnes séropositives qui vivent de la sérophobie. Il y a quand même une réalité qui existe. Et c'est assez dingue parce que le VIH il a tellement été récupéré par d'autres communautés dans le but de faire de la prévention que c'est parfois même compliqué, même avec des personnes parfois LGBT, d'arriver à récupérer notre légitimité à notre parole. C'est-à-dire que je t'explique, je sais pas si c'est clair ce que je dis. D'un fois, je me prends la tête avec un mec gay, enfin homosexuel, qui est dans une asso LGBT, et qui me dit, mais moi aussi, je suis légitime à parler de VIH. Je dis, pourquoi t'as le VIH? Enfin, moi, je sais qu'il a pas le VIH. C'est pas une question qu'on pose, mais je sais qu'il l'a pas. Et je dis, mais pourquoi t'es légitime à parler de VIH? Il dit, parce que je suis concerné. Je suis concerné pourquoi? Concerné parce que je pourrais l'avoir. Je dis, ok, donc t'es concerné par tous les gens en fauteuil roulant parce que t'as une voiture. Ça, Et tu dis, mais non, mais parce que je suis une population cible. Et c'est là où c'est dingue. Tu dis, mais t'es pas concerné par le VIH. T'es concerné par la réduction des risques. T'es concerné par l'information en santé sexuelle, mais t'es pas concerné par le VIH. Je veux dire, si on n'a pas un cancer, on n'est pas concerné par le cancer. T'es concerné par, je sais pas, mange 5 fruits et légumes par jour, fais du sport, quoi. Mais la réduction des risques, mais ça t'empêcherait pas d'un jour peut-être d'avoir un cancer, et puis le jour où tu l'auras, tu verras qu'il y a une sacrée différence. Parce que on a mélangé ce qu'on a mis du domaine de la prévention au VIH. C'est un peu comme si on avait mélangé la condition de quelqu'un qui a un cancer du poumon et fumer cul sur un paquet de clopes, quoi. Tu vois, c'est deux choses qui sont strictement différentes. Et moi, je pense que le fumer-tu n'est pas efficace. Hein. Non, parce que de toute façon, aujourd'hui, ça marche plus. La prévention par la peur, c'est pas ça. Ah bah non, il faut juste informer les gens et rendre la chose concrète. On peut pas demander aux gens de correctement se protéger d'une infection si on la rend invisible. Si nous, on n'existe pas, si les personnes séropositives n'existent pas dans les films, dans les séries, dans la société, chez les politiques, chez les artistes, je dirais à part créer du déni. Ou de la paranoïa, c'est tout ce qu'on. Preuve je connaissais que le traitement, je connaissais que le traitement de la PrEP, qui est pour les séros négatifs. Ouais. Et alors que il y a donc c'est un peu les séropositifs sont vraiment cachés. J'ai l'impression un peu tabou. Tu sais, c'est un peu tabou de dire il y a des séropositifs. Oui, c'est tabou, c'est caché, mais parce que après putain c'est long, hein, je peux t'expliquer pourquoi, mais c'est long. Vas-y. En fait les assos, à la base les assos, elles étaient tenues par les personnes concernées pour lutter pour les droits, pour forcer un peu la recherche à bouger son cul, et puis après pour l'accès au traitement. Sauf que jusqu'en 96 ça a été le cas, puisque avoir le VIH c'était une condamnation à mort. Et quand en 96 les premiers traitements antirétroviraux efficaces arrivent, t'as notamment ce qu'on appelle le deuil du deuil, c'est-à-dire que t'as des gens qui ont dû apprendre à faire le deuil de leur propre deuil, c'est-à-dire savoir que ils allaient vivre, alors que quelques mois auparavant on disait qu'ils allaient mourir. Donc déjà ta vie tu la vois différemment, parce que quand c'est ton dernier combat, tu y mets toute ton énergie, et puis t'as des personnes qui avaient perdu leur travail, leur appartement, etc. Quand on te dit finalement que tu vas vivre, il faut quand même que tu réinsuffles des pulsions de vie, que tu retrouves un travail, que tu retrouves un appartement. Donc c'est logique que le combat, et puis il y avait une sorte de victoire, si tu veux, quelque part. Donc les assos, elles sont petit à petit vidées des personnes concernées. Les personnes qui les ont remplacées, c'est les personnes qui avaient peur d'avoir le VIH, donc on a eu de plus en plus uniquement de la prévention.
Et résultat de quoi, aujourd'hui, on n'existe plus. Et puis en plus, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a plusieurs générations de séropositifs. Donc même nous, si on se rend compte, c'est déjà très rare, parce que on est juste comme tout le monde. Hein. Je veux dire, toi, demain, t'apprends que t'as le VIH, les personnes séropositives, tu les rencontres comment? Si t'en as pas rencontré jusqu'à présent, c'est pas en ayant le VIH que d'un coup t'as une carte d'accès membre et que tu vois, on te donne accès à tous les séropos de France, quoi. Surtout qu'on est quoi, 190 000 en France, donc on n'est pas beaucoup, quoi. Donc ça, c'est très compliqué. Et puis si t'as la chance de rencontrer une autre personne séropositive, souvent c'est des personnes qui sont plus âgées, donc qui sont d'une autre génération. C'est pas dit que tu te comprennes, parce que c'est pareil. Hein, je veux dire, un gamin de 15 ans, enfin une personne de 15 ans qui fait un coming out sur sa transidentité. C'est pas les mêmes problèmes qu'une personne trans d'il y a 30 ans. Et on peut, tu vois, imaginer, tu vois, certains discours qui peuvent des fois être, ça reste, les homosexuels d'il y a 30 ans restent des boomers, les trans d'il y a 30 ans restent des boomers parfois. Donc, les mentalités évoluent un peu. Ouais. Et voilà. Et donc, du coup, moi, je me suis retrouvé parfois à parler avec des séropos infectés il y a 30 ans qui m'ont sorti: de quoi tu te plains, connard, t'as un traitement pour rester en vie. Tu vois. Alors que j'étais en train de dire, il y a des personnes séropositives discriminées. Et c'est, ah oui, mais c'était rien comparé à avant. Et ça, c'est, tu vois, c'est parce qu'ils ont pas vécu, ils ont pas eu ils ont subi pire, tu peux pas ouvrir ta bouche. Et puis, c'est difficile à déconstruire parce que moi, maintenant, j'arrive à le déconstruire. Quelqu'un qui me dit, ah, mais t'as pas connu ce qui s'est passé dans les années 80-90. Ouais, mais toi, tu connais pas ce qui est en train de se passer en Afrique aujourd'hui. Tu connais pas ce qui est en train de se passer en Russie aujourd'hui. Je dis, par contre, il y a une sorte d'occidentocentrisme, comment on dit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas le terme, là. À croire que, l'horreur du sida, c'était uniquement, en France ou aux États-Unis dans les années 80-90, parce qu'on est encore à 760 000 morts du sida par an, et qu'on a aussi un rôle à jouer dans les porte-paroles de ces pays où il n'y a pas accès au traitement. Je pense à la Russie où tu as une personne sur 100 dans les stades qui sont séropositives. Les gens continuent à mourir. Pour te donner un chiffre, en France, tu as 2 fois plus de morts du sida que féminicide. Donc si on estime que le féminicide c'est un sujet qui est important, imagine ce que peut être le sida quand on sait qu'on est que 190 000. Donc c'est bien qu'il y a une urgence aussi. Mais voilà, donc d'une part, c'est compliqué de faire communauté. Et puis aussi, voilà, quelqu'un qui est infecté avant 96, donc qui a connu le deuil du deuil, c'est différent de quelqu'un qui a été infecté après 96, qui a eu accès à des traitements. Qui est différent de quelqu'un qui a été infecté après 2008, où on a pu dire que sous traitement, le virus se transmettait pas. Parce qu'avant 2008, on ne traitait pas les personnes automatiquement. On attendait qu'elles développent un début de sida pour les traiter. Donc, il y avait l'angoisse de la transmission. En fait, t'avais plusieurs prises en charge selon la temporalité, selon les époques. Ouais, et puis selon quand t'es infecté, t'as pas les mêmes problématiques. Quelqu'un qui est infecté après 2010, qu'on le met sous traitement dès le diagnostic, il se pose pas la question de est-ce que j'ai peur de le transmettre ou pas. Il sait qu'il peut pas le transmettre. Ouais. Quelqu'un qui est infecté en 2000 ou en 96 ou en 98, il a peut-être accès à des traitements, mais il a parfois eu le traumatisme de la peur de le transmettre au partenaire. Et encore une fois, c'est différent de ceux qui sont infectés aujourd'hui, qui vont pouvoir accéder à des traitements injectables où t'as plus la question de la prise de médicaments. Quelqu'un qui est infecté, qui doit prendre un prise orale, qui a, un TDAH, tu vois, ou qui a du mal à prendre son traitement, c'est un poids psychologique que quelqu'un qui commence avec des injections. Je crois que ça se fait pas en France, mais je crois que ça se fait aux États-Unis. Y a pas la question, tu vois, de ce qui se passe autour du médicament, du fait de devoir penser à le prendre, de cacher les cachets, etc. Ça, tu vois, c'est peut-être le rôle aussi du pharmacien. Est-ce que quand tu prends ton traitement, peut-être la première fois ou encore aujourd'hui, on te délivre juste, on t'a déjà expliqué en tant que pharmacien ton parcours de soins? Le pharmacien? Ouais. Si mon pharmacien m'a déjà expliqué les choses? Ouais. Oh non, j'ai peut-être expliqué au pharmacien, mais alors le pharmacien... Comment prendre la prise, qu'il fallait le prendre régulièrement. Ah non, jamais de la vie. J'ai fait tenir la boîte. Ouais, jamais. Mais l'infectiologue non plus. C'est-à-dire que je te donne un truc très clair. Et ça, mais c'est un grand sketch. Hein. Je demandais par exemple à mon infectio, si je l'oublie, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut pas l'oublier. Voilà la réponse que j'avais. Et si je disais, et si je le prends 2 fois et je m'en suis pas rendu compte, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, faut pas le prendre 2 fois. Et alors, je te dis pas qu'ils sont tous comme ça, hein. Mais j'en ai eu quand même 5-6 et les 5-6 c'est les réponses que j'ai eues. Donc si tu veux, à un moment, je peux pas m'empêcher de faire une généralité. Et de dire, mais c'est moi qui ai non, c'est pas moi, c'est ma communauté sur les réseaux, parce qu'il y avait des personnes qui étaient plus informées que moi, qui ont pu me donner des infos où j'ai pu faire mes recherches et me rendre compte que mon traitement, je pouvais, si tu veux, si je l'oublie dans les 12 heures, le prendre si jamais je l'avais oublié. Me rendre compte que si je l'ai pris 2 fois, j'ai pas besoin de me faire vomir ou d'aller au centre antipoison. Bon, je vais peut-être me sentir mal dans la journée, mais c'est pas grave, tu vois. Mais les tips du pilulier, rien que de penser à me dire prends un pilulier ou un semainier, ni mon pharmacien, ni mon médecin n'a pensé à me le dire. Ne serait-ce que me dire, mettez une alarme si vous avez peur de l'oublier. Jamais. C'est-à-dire que je me suis démerdé tout seul. Je pense qu'il y en a, mais c'est soit pas assez connu. Enfin,
Je pense que c'est pas assez mis en lumière. Je pense qu'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, le serpent qui se mord la queue. Comme c'est pas assez mis en avant, on le sait pas. Les professionnels de santé savent pas comment réagir. Mais c'est ça qui est délirant, c'est que c'est leur taf. Donc si tu veux que tu te dises, il y a des gens qui doivent le faire. Oui, il y a des gens qui doivent le faire. Il y a des gens qui le font. Je connais des gens qui ont une super prise en charge. Mais quand, si tu veux, je fais le cumul des expériences des personnes que je rencontre qui ont le VIH sur les réseaux, 90% des cas, c'est de la merde. Donc, c'est-à-dire que tu dis, il y a quand même un problème de fond. Si tu veux, j'ai échangé avec 3 personnes séropositives à Paris, hein, pas dans des villages ou quoi, à Paris, qui étaient suivies par des médecins de ville, parce que tu as aussi la question des médecins de ville et des CHU, qui attendaient qu'ils développent des sida pour les traiter, qui étaient encore dans les protocoles des années 2000. Pas à jour. C'est hyper dangereux. Et tu te dis, mais enfin, on est où, quoi? Et ça vient aussi du fait qu'il y a tellement un tabou sur le VIH que t'as pas, si tu veux, comme, les violences gynécologiques. Pour pouvoir lutter, il faut à un moment que t'aies une communauté de personnes concernées qui osent témoigner, qui se renforcent. Et puis en plus, t'as le victim blaming, t'as tout ça. Donc c'est compliqué d'arriver à témoigner, de maintenir son témoignage et d'en faire un combat. Si t'as pas à un moment une communauté qui se constitue pour dire à un moment, on va lutter contre et on va déposer plainte, on va etc. Ça n'avance pas. Le sujet du VIH, tant que t'as pas de communauté de personnes qui témoignent, tu peux pas. Enfin, les médecins se sentent un peu tout faire. J'ai un médecin infectiologue, je vais pas parler du nom parce que j'aimerais, mais je vais pas le faire, qui quand même, quand il m'a, je l'ai eu 2 fois cette infection. J'ai changé très vite. Je vais le voir. C'était pendant le Covid parce que j'avais une réplication à bas bruit. C'est-à-dire que j'ai changé de traitement et j'avais ce qu'on appelle une réplication à bas bruit, c'est-à-dire une duplication virale très infime. J'étais toujours indétectable mais qui se faisait. Et la question c'était, est-ce que je garde mon nouveau traitement ou pas? Je vais le voir. Première chose qu'il me demande quand je rentre dans le cabinet avec mon mec, c'est même pas bonjour ni rien. C'est vous droguez? Pardon. Je dis non. Mais vous faites des partouzes? Non plus. Ah bon, mais comment vous faites? Bonjour docteur. C'est passé comme ça. On fait pas de partouzes, on prend pas de drogue, il y a pas de juste tout ça. Et là, il me dit, mais vous trompez? Non. Et là, il regarde mon mec et il dit, dans ce cas-là, j'ai pas besoin de vous faire un bilan IST alors. Okay. Donc, si tu veux, médecin homosexuel, et là, il y a aussi un sujet dont on parle pas, c'est que tu as aussi des médecins qui sont homosexuels et qui se comportent avec leurs patients homosexuels comme s'ils étaient sur Grindr. Voilà. Et qui se donnent un peu, tu vois, c'est entre nous, tu vois, on en a rien à carrer. Et non seulement on a fait que me casser les couilles avec la vaccination, on m'a quand même abandonné sur l'histoire de la duplication à bas bruit, donc on m'a plus du tout pris en charge sur le VIH, et je me suis retrouvé avec un médecin qui m'a quand même proposé de me sucer pour me faire vacciner, et qui juste après, quand je lui ai dit non, m'a pris par le col pour me secouer, pour me dire, tu sais que c'est à cause de connards comme toi que t'as des gens qui crèvent, est-ce que tu veux que je te montre les cadavres? Voilà. Et ça, si tu veux, ce genre de comportement, donc tu peux imaginer pourquoi est-ce que je suis un peu en colère contre ce système, parce que c'est pas simplement le fait que ça soit un cas isolé. Déjà, c'est pas un cas isolé. Et c'est comment ça se fait que, une fois que j'ai vécu ça, et que j'en ai parlé au CHU, ça a été, mais c'est lui, c'est son caractère. Et là où tu te rends compte que tu as tout un c'est-à-dire que tu te rends compte que tu as tout un système qui défend ces violences-là et qui se disent de toute manière, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Mais et ils ont raison, parce que c'est la sérophobie, la discrimination autour de la sérologie, c'est pas quelque chose qui est connu, et c'est quelque chose que ça passe comme ça, quoi. Et t'as dit que t'étais pas le seul, mais t'as eu des témoignages parce qu'en vrai, je trouve qu'il y a pas beaucoup de gens sur les réseaux ou quoi qui luttent aussi contre la sérophobie. Enfin, très peu. J'en ai pas trop. Parce que c'est ultra violent et que généralement, il faut arriver à tenir, parce que tu te reçois. Moi, je me reçois des menaces de mort tous les jours, des insultes tous les jours. C'est pas évident, quoi. Et c'est de l'ultra violence. Alors t'as les plus violents qui sont, c'est l'assassin, c'est l'aigle de merde. Tu mérites la mort. On va te retrouver, on va t'égorger. T'as des gens qui m'envoient des vidéos de mecs qui se font poignarder. Enfin, t'as toute cette ultra violence là. Et puis t'as aussi toute l'homophobie combinée. Et puis tu finis toujours par aussi avoir des commentaires qui te touchent. Mais tu fais comment pour
je vais dire survivre. Continuer. Non, parce que c'est survivre. Bah, je fais comme je peux, quoi. Au quotidien, tous les jours, tu te lèves et tu continues. Mais tous les matins, c'est compliqué. T'as pas besoin d'aide, des fois, tu te dis pas, bien sûr que j'ai besoin. C'est pour ça que je te dis que je suis en colère contre les assos et contre le système de la prévention, parce qu'en réalité, il y a rien qui accompagne. C'est-à-dire, ça fait 4 ans que je tire la sonnette d'alarme pour dire il y a des gens qui ont besoin d'aide. Je ne trouve en France aucun relais. Et pourtant, je connais toutes ces associations. Et j'ai des contacts avec la DICRAF, avec tout ça. Et c'est il y a, Shams qui m'aide. Yacine qui tient l'association Shams qui m'aide, mais qui est pas dans le domaine du VIH. Et j'ai une personne à Act Up qui s'appelle Nico qui m'aide, qui est toute seule et qui est bénévole. Donc si tu veux, quand t'es, là je vais parler de manière très prétentieuse, mais quand t'es le séropo le plus visible sur les réseaux sociaux, tu te dis comment ça se fait qu'on me laisse dans cette situation-là et que on me permet pas, tu vois, de faire des relais, de faire des. Justement, t'en as pas marre de des fois de cette image de séropo le plus visible? T'as pas l'impression d'avoir le poids, du coup J'ai pas l'impression d'avoir le poids, j'ai l'impression de lutter contre des violences institutionnelles, associatives, étatiques, et... L'épuisement, en fait. L'épuisement, l'horreur, parce que j'ai quand même enterré 15 de mes abonnés en 3 ans et demi. J'ai enterré 2 abonnés par meurtre, qui ont été... enterrés, j'étais pas à l'enterrement, mais qui étaient des gens que je suivais, qui étaient amis. Un qui a été égorgé, retrouvé dans son appartement avec écrit sale PD de Sidaïk sur son mur. Son copain qui était séropo aussi, ils l'ont attaché sur une bagnole, ils l'ont tiré sur 3 kilomètres et laissé pour mort pour le bitume. J'ai eu une gamine qui était une amie aussi, 18 ans, 19 ans, qui a parlé de sa séropositivité à son crush, qui l'a répété à sa mère. Sa mère ne touchait plus avec sa fille et passait ses journées à nettoyer tout ce qu'elle touchait à la javel. On l'a retrouvée 2 mois plus tard, morte dans la baignoire, où elle s'était suicidée. Mais ça, on n'entend pas. Ça, on n'entend pas. Non, mais moi, ça fait 4 ans que je le dis. Et ça fait 4 ans que je répète, et toutes les assos en France savent combien d'abonnés j'ai enterré. C'est ce qu'ils me répondent. Si c'est trop dur pour toi, arrête. Mais c'est la seule après, tu aide te demandes que j'ai. comment faire face, quoi. Et tu te dis, mais encore là, je sors d'une institution qui était censée aider à lutter contre la sérophobie. La seule chose qu'on m'a dit, c'est si c'est trop compliqué pour toi, arrête. Mais par contre, les personnes qui ont besoin d'aide, aucun relais. C'est-à-dire que le fait de dire, mais ces personnes-là qui me contactent, il faut les aider, en fait, ces personnes. Il y a rien. Moi, personnellement, des recherches que j'ai faites, j'ai trouvé Cégide pour le dépistage et après un peu les classiques, SIDA Info Service où c'est gratuit. On a SIDA Info Droit. Mais ça, c'est plus le côté juridique sur les droits. C'est des avocats un peu spécialistes dessus. Et VIH Info Soignant. Donc ça, c'est vraiment plus ciblé thérapie, des questions sur le traitement. Moi, c'est les trois centres, les 4 du coup, que j'ai trouvé. En plus des labos d'analyse où tu viens avec ta carte vitale et tu peux venir faire directement ta prise de sang. Mais est-ce qu'il y a d'autres, que ça soit asso ou structure? Sincèrement, j'en sais rien. C'est ça, tu vois, je te dis, c'est que j'en sais rien. Je connais les plus grosses, et les plus grosses, de ce que je vois, je ne suis incapable de te dire ce que font les assos. Okay. Et quand je rencontre des associations, je suis incapable de te dire ce qu'elles font. Je sais qu'elles font du dépistage. Voilà. Maintenant, pour moi, je trouve ça complètement inefficace parce que quand tu vois 40, 80 millions qui tournent, qu'il y a peut-être 1 million qui part à la recherche et tout le reste pour le dépistage, et tu te m'attendais combien ça coûte de faire des dépistages, en sachant que l'objectif, c'est quand même de dépister les séro-ignorants. Donc déjà, il faudrait arriver à expliquer aux gens que si l'épidémie continue, c'est pas parce qu'il n'y a pas de séropositifs, c'est pas parce qu'il y a des séropos, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Plus il y a de séropositifs, plus il y a de personnes dépistées. Ouais. C'est-à-dire que on est à peu près 190 000 personnes séropositives en France. Quand on parle de personnes séropositives, c'est des personnes qui ont fait des sérologies, donc qui sont dépistées, pris en charge, donc le traitement arrête la transmission. Si l'épidémie continue, c'est parce que tu as des personnes qui ont le VIH mais qui ne le savent pas. Oui, c'est ça. Et la question, c'est comment encourager ces personnes-là à se faire dépister. Parce que tu as les séro-incertains, ceux qui s'estiment pas à risque, et puis tu as aussi dans l'eau ceux qui ont eu plein de rapports à risque, mais qui ont très peur de se faire dépister. Voilà, c'est ça. Mais si tu veux, eux, tant que tu les rassures pas sur ce qu'est la condition d'une personne séropositive, t'as plein de gens, moi je vois avec les gens avec qui je parle, qui te disent, moi je préfère pas savoir, je préfère mourir, quoi, que d'apprendre que je vais mourir. Parce que ils ont pas entendu la voix des personnes qui vivent. Tant que tu leur expliques pas que tu peux très bien vivre avec le VIH, que avoir le VIH en soi, c'est pas grave si tu le sais. Mais rien que ça, on me tape dessus parce qu'on me dit tu fais de la banalisation. Mais je vais pas vous faire croire que je suis mourant alors que je suis pas mourant. Si quelqu'un qui est dépisté du VIH à temps, qui est traité à temps, il va vivre sa vie parfaitement normalement. Et ça, c'est un discours qu'on n'a pas eu pendant des années sous prétexte que ça pourrait inciter les gens à faire n'importe quoi. Tu suis la logique, alors il faut pas parler de l'avortement, hein. Oui. Parce que ça va inciter les gens aussi à faire. Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'on est dans une logique de culpabilisation où on pense que si on informe les gens, ils vont faire n'importe quoi.
Mais il n'y a pas besoin de ça. Les gens font n'importe quoi, souvent parce qu'ils sont pas informés et qu'ils ont peur. Pas parce qu'ils veulent faire n'importe quoi, mais parce qu'ils paniquent. Et ce qu'il faut simplement, c'est informer. T'as déjà vu une campagne, toi, d'information sur ce qu'est un Cégide? T'as déjà vu un post à la télévision où on t'explique que c'était un Cégide? Est-ce que t'as déjà vu une campagne qui expliquait aux gens combien de semaines il fallait attendre pour faire un dépistage? Ou c'est-à-dire que le labo sans ordo, allez, t'as 3 pancartes qui se mangent la queue dans le labo. Ça, je l'ai vu il y a pas longtemps. Dans les labos, souvent, t'en as. Non, en vrai, pour être honnête, j'ai vu des spots, tu sais, sur les arrêts de bus et tout. Ça, j'ai vu il y a pas longtemps. Mais c'est sur ce genre de choses qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut plus faire de l'information et marteler l'information que de faire flipper les gens. On a 30 ans de stratégie préventive sérophobe où moi, dans ma génération, ce que j'ai vu comme poste de prévention, c'est une meuf qui se fait enculer par Hitler. Avec écrit le sida est un meurtre de masse. Ah oui, c'était, elle est pas de main morte. C'était 2010, je crois. Bah alors le slogan, la campagne, elle a été refusée, mais sauf qu'elle a fuité, elle a circulé partout en France et en Allemagne. C'était une campagne allemande. En France, on a vivez assez longtemps pour trouver le bon. Je crois que c'était 2009 ou 2010. Donc on te faisait croire qu'un séropos, si t'étais à le VIH, t'allais mourir. SIDAction, il y a je crois que c'était il y a 10 ans aussi, chose comme ça. C'était Sarah n'a pas d'amis, c'est pas parce qu'elle est trop chiante, avec le sida, la vie est plus compliquée. Donc t'as eu des campagnes où on te disait ce qu'il faut surtout pas, c'est avoir le VIH. Comment tu veux encourager quelqu'un à se faire dépister, en sachant que le dépistage, c'est savoir si t'as le VIH, si on explique aux gens qu'il faut pas l'avoir. Oui, mais à l'époque, on mettait pas en avant de se faire dépister. C'était à l'époque, c'était même pas il y a 10 ans. Il y a 15 oui, ans, voilà, à l'époque, je dis ça. À l'époque de ces campagnes-là, enfin, il y a quelques années. Aujourd'hui, on met l'accent sur l'accès plus facile au dépistage. Peut-être que les campagnes vont résonner avec. Pour le moment, je sais pas. J'ai pas l'impression que c'est, pour le moment, les campagnes que je vois, je les vois pas hyper efficaces. Il y en a une de Shams qui a été super, qui était axée sur la prévention, pas axée sur le dépistage, qui était top, qui est la prévention, la campagne qu'a fait Shams, qui était au top, mais j'en ai très peu vu vraiment des efficaces. Okay. Et mais après, je me gonfle un peu les yeux parce que j'ai bossé avec eux sur la campagne. Donc où on a mis, tu vois, un QR code pour accéder au lieu de dépistage, etc. Où on a montré une femme enceinte qui avait le VIH. On dit bah voilà, on peut avoir un enfant quand on a le VIH. On peut, en fait, montrer aux gens que non, la vie elle est pas finie quoi. Okay. On peut très bien vivre avec le VIH. Et si t'avais, je sais pas si, je vais te demander de dire peut-être un dernier mot. Je sais pas si tu veux utiliser la casquette Nicolas ou la casquette Super Séro. Oh, je m'en fous, je sais pas. Non, mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui pourraient potentiellement écouter sur ce que tu vis, sur l'importance de mettre en lumière les personnes séropositives. Il y a plein de choses à dire. Si on met pas en avant l'entraide et qu'on met en avant plutôt le jugement sur notre voisin et le moyen qu'on a de lui taper dessus, qu'il soit pro-vax, anti-vax, j'en sais rien, je m'en fous, c'est éviter ça, c'est éviter les guerres d'idées, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que en revisitant le Covid, on n'y est pas prêt. C'est trop chaud et je pense qu'on n'a pas les moyens de vraiment comprendre ce qui nous est arrivé. Je pense qu'on est vraiment encore dans du post-traumatique avec le Covid. Par contre, je pense que si on s'intéresse avec au VIH, on a toutes les solutions sur comment gérer une crise épidémique. Et en fait, ces solutions sur la crise épidémique, on les avait dès les années 80, je crois que c'était en 87, sur ce qu'on a appelé les principes de Denver, où on a déjà réfléchi à comment gérer une épidémie. Et ces solutions, on les a déjà. Hein. C'est laisser gérer les épidémies par les gens qui sont touchés par l'épidémie. Les mettre en avant, leur donner les experts, outils, patients experts, parce que ce sont des patients experts, et surtout arriver à comprendre que c'est à nous d'expliquer ce qu'est le VIH, c'est à nous de rendre compte, parce que c'est nous qui avons le VIH. Si on n'existe pas, l'épidémie n'existe pas. Tu vois, regarde, je te donne je vais donner quelques exemples, mais il y a un truc qui est bien avec le Covid. On a pensé au cas contact. Ouais. Ça, c'est génial. On a enfin... Tu veux faire la même chose avec les personnes. Mais comment ça se fait qu'on n'y avait jamais réfléchi avec le VIH? Comment ça se fait que quelqu'un qui apprend qu'il a le VIH, tu n'as pas un moyen de mettre de contacter les personnes qui sont cas contact en préservant l'anonymat de la personne? Quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a le VIH, qui est en phase sida, où tu lui dis, bon, ça fait peut-être 8 ans que vous avez le VIH. Tu lui dis, appelez toutes les personnes avec qui vous avez couché depuis 8 ans pour leur dire que vous avez le VIH. C'est une mort sociale, hein. C'est la mort sociale. Et tu vas être traité comme un assassin. C'est pas étonnant que l'épidémie continue. Il faut préserver l'anonymat des personnes séropositives et mettre en place des stratégies cas contact. L'anonymat pour éviter cet isolement social et les discriminations autour. Comment ça se fait qu'en 40 ans de VIH, t'es pas une ligne SOS sérophobie? T'as pas une ligne en France qui existe pour les personnes séropositives? Ouais, tu vois, c'est dans j'ai trouvé très peu de choses. Ça existe pas. Ça n'existe pas. Là, on touche sur le bout des doigts une faille, là. C'est
c'est logique que les personnes. Alors pourtant, c'est une discrimination. Il y a un truc qu'il faut rajouter. Rajoute. Il y a pas les séropositifs et les séronégatifs. Tant que les gens pensent qu'il y a des séropos ou des séronègues, on pense que ce sont les séropositifs qui transmettent le virus. Non. Les personnes qui transmettent le virus sont des personnes qui sont séro-ignorantes. Donc il faut arriver à comprendre 3 nouveaux mots, qui sont la sérocertitude, les gens qui sont certains de leur sérologie. Ou pas. Non, ceux qui sont certains, mais ce que séro-certains. Parce que Ah, ok, d'accord. Oui, il y a les séro-certains. Oui, je veux dire, ou pas, certains d'être séropositifs ou d'être séronégatifs. C'est dans ce sens-là. Ah oui, mais c'est très court. Parce que voilà, c'est là que je vais en venir. T'as les séro-certains. Une personne séropositive dépistée, elle est séro-certaine et elle sera toujours séro-certaine. Donc elle ne pourra pas transmettre le virus parce qu'elle est séro-certaine. Après, tu as les séro-incertains. Les personnes qui se font pas dépister ou qui n'ont pas mis leur dépistage à jour. Eux, ils sont séro-incertains. Effectivement, si eux font un dépistage et qu'ils ont respecté les délais, donc c'est-à-dire que 3 mois si c'est un autotest, 3 mois. Si c'est un autotest, ou 6 semaines si c'est une analyse de sang. 6 semaines, ouais, c'était ça, pardon. Là, ils vont être séro-certains pendant un court délai. C'est ça, il faut... Dès le prochain rapport, ils ont perdu leur sérocertitude. Et après, t'as les séro-ignorants. Les séro-ignorants, c'est ceux qui ont le VIH mais qui ne le savent pas. Les séro-ignorants sont aussi séro-incertains et ils font partie des gens qui se disent séro-négatifs. Il faut que les gens arrêtent de croire qu'ils sont séronégatifs. C'est comme pour le Covid. On ne peut dire qu'on n'a pas le SARS-CoV que si on s'est mis 50 fois le coton-tige dans le nez, quoi. Et t'es obligé de le refaire constamment. T'arrives à parler aussi facilement et t'arrives à toucher beaucoup de sujets. Patient expert. Et tu le trouveras chez n'importe quel patient expert. Tous les patients experts qui ont une infection, une maladie ou un handicap depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, va demander à quelqu'un qui a un handicap physique, parler de ton handicap physique et de l'expliquer les enjeux sociétaux. Il va te sortir des trucs sur lesquels tu n'auras jamais pensé. On a besoin, même en tant que nous, futurs professionnels de santé, étudiants en pharmacie, on a besoin de ce regard patient-expert pour mieux comprendre, parce que c'est vrai que on n'apprend pas tout dans les bouquins. Et là, c'est ça que je te disais tout à l'heure, que ça, on est en train de le faire disparaître, parce qu'on est en train de faire disparaître le patient-expert au profit du patient-collaborateur, où le patient collabore avec l'hôpital pour éduquer les autres patients. Et ça, par contre, c'est affreux. Parce qu'on est en train de dépolitiser le patient. Le patient est un acteur politique. Et c'est un citoyen avant tout. Parce qu'il faut aussi que les médecins comprennent, et tous les acteurs de la pharmacie, qu'ils ont beau être acteurs du soin, ils sont aussi patients. Et que c'est là où il y a une expertise qui va se regrouper. Le patient, c'est un citoyen, c'est tout. Hein. Écoute, merci beaucoup, merci Nicolas. J'ai grave kiffé. Et écoutez, si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez... Et n'hésitez pas. Je peux pas y répondre. non, des questions directement. Nicolas, tu réponds aux messages privés sur Insta. Aussi, quand j'essaye. Ouais, non, il essaye. Mais même, envoyez-nous des messages à la NEP si vous avez des questions. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de termes, là, qu'on a employés, d'aspects que moi-même, je n'avais jamais, Et encore, on n'a pas parlé des traitements, on n'a pas parlé des... Oh, traitement, ouais, très vite fait. On aurait même pu parler des futurs traitements. Ah ouais? Ouais, ça va être pour une prochaine fois. Écoute, merci beaucoup. À bientôt. J'espère que ça vous a plu ce podcast, un peu sujet différent sur une discrimination. Et à bientôt.